merci d'accueillir sur scène le médecin et explorateur chez Océan Polaire, Jean-Louis Etienne. Bonjour tout le monde, bonjour. Moi je vais vous parler d'une innovation. Je travaille à l'heure actuelle sur un navire vertical. Un navire vertical pour aller étudier un océan qui est loin, qui est difficile d'accès, qui s'appelle l'océan austral, Southern Ocean en anglais. Vous voyez, c'est l'océan qui est autour du continent antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud, l'Arctique au nord, l'Antarctique au sud. Et donc, vous avez à gauche, vers 10 heures, vous avez le Cap Horn. Tout en haut, on devine l'Afrique du Sud. En bas, entre 4 heures et 5 heures, vous avez l'Australie. Et puis à 6 heures, la Nouvelle-Zélande. Vous voyez tous ces, on va dire, des spaghettis de couleurs qui font le tour de l'Antarctique. C'est ce qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique. C'est un courant qui est entretenu en permanence par des vents, les vents d'ouest, que les marins appellent les 40e rugissants et les 50e hurlants. Donc ça, c'est un océan, vous l'avez compris, qui est extrêmement agité. Donc c'est loin, c'est difficile d'accès, et il y a très peu de missions en fait qui y vont, à part les périodes d'été, c'est-à-dire de décembre à février. Et donc, toutes les communications sur cet océan se terminent par la même phrase. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures. Donc l'équation que j'avais à résoudre, qui m'a intéressé, c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc, un bateau qui est posé sur cet océan, bien sûr, bouge sans arrêt. Enfin, pour vous rappeler un petit peu, sur cet océan, c'est ce que les marins empruntent tous les 4 ans, les marins du Vendée Globe, donc quand ils vous parlent des 50e hurlants et qu'on a des images de cet océan qui est déchaîné. Donc c'est là que nous allons aller. Et donc, quel type de vaisseau ? Un bateau qui est posé à la surface, il bouge, donc une vague après l'autre. Et donc, le principe du bateau qui va s'appeler Polarpod, il est vertical, comme je vous l'ai dit. Il a 80 mètres sous l'eau, donc il est pris dans des eaux stables. Je vais vous montrer des images, ce qui permet, si vous voulez, d'échapper au mouvement de la mer. Alors, pourquoi il y a un attrait particulier pour cet océan ? D'abord, c'est un océan d'eau froide, énorme. Donc, en termes de climat, cet océan apporte, si vous voulez, une compensation thermique, on va dire, pour être simple, à la chaleur de l'océan tropical. Donc, c'est un contrepoint à la chaleur des eaux tempérées et tropicales. Deuxièmement, c'est un puits de carbone océanique. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le gaz carbonique que l'on émet annexé, qui part dans l'atmosphère, qui est responsable du réchauffement climatique, sur tout ce que l'on envoie dans l'atmosphère, la moitié est recaptée à la surface de la Terre. Captée sur les continents par la nature, par la végétation, par le vert. Le vert, donc le pigment vert de chlorophylle, ce pigment vert de chlorophylle, il capte le gaz carbonique qui est dans l'air. Ça, c'est le privilège des plantes. Les plantes, elles élisent domicile une plante là où elle va trouver de quoi se nourrir. Donc le privilège des plantes, je trouve que c'est un privilège, moi, elles se nourrissent avec les racines et les pieds dans l'eau, où elles captent l'eau et les sels minéraux. Et ensuite, elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air. Et sous l'action du soleil, elles font leur glucose, c'est-à-dire leur nourriture, et elles nous libèrent de l'oxygène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est un élément essentiel de la régulation du climat. C'est la raison pour laquelle on dit sans arrêt qu'il faut arrêter la déforestation, il faut arrêter de supprimer les espaces verts. Tout ce qui est vert, c'est-à-dire qu'il y a du pigment de chlorophylle, capture le gaz carbonique qui est dans l'air. Donc c'est un élément régulateur du climat. Donc à terre, c'est la végétation que nous connaissons. Et l'autre acteur essentiel, c'est l'océan. L'océan d'une manière générale, si vous voulez, parce que l'océan recapture le gaz carbonique. Là, je parle donc
océan régulateur du climat. De la même façon qu'à Terre, vous avez du plancton, des petites herbes planctoniques qui sont des algues qui se développent partout sur l'océan. Et les algues, sur le même principe que la végétation à Terre, captent le gaz carbonique qui est dans l'air et sous l'action de la lumière, elles font leur glucose, elles se développent et elles nous donnent l'oxygène. En mer, vous avez pareil la photosynthèse. Mais il y a en plus un autre facteur régulateur du climat que nous apporte l'océan. C'est que le gaz carbonique en excès, ou le gaz carbonique d'une manière générale, se dissout dans l'océan. Il se dissout dans l'océan et il se dissout d'autant plus que la surface de l'océan est froide. Donc cet océan austral que nous allons explorer, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. D'une part parce que ce sont des eaux agitées. Donc il dit eaux agitées, si vous voulez, elles brassent de l'air, elles enveloppent l'air, elles captent davantage d'air. Et comme ce sont des eaux froides, elles captent, si vous voulez, beaucoup de gaz carbonique. Donc nous allons explorer ce principal puits de carbone océanique donc, qui mobilise beaucoup les chercheurs. Donc la question que j'ai évoquée tout à l'heure, comment séjourner sur cet océan? Donc on va faire un navire vertical que l'on appelle le PolarPod. Polar comme polaire et pod, plateforme océanographique dérivante. Voici ce vaisseau vertical, le PolarPod. Alors vous voyez, il y a 80 mètres de tirant d'eau, la partie profonde elle est sous l'eau et la partie habitée c'est dans la cahute qui est au-dessus du treillis. Donc vous voyez que le treillis il nous passe à travers. Alors c'est un vaisseau qui n'est pas motorisé, donc on va l'amener à l'horizontale dans le courant circumpolaire et avec un remorqueur qui va nous tirer. Et une fois arrivé au départ de la zone d'étude, on va ballaster, c'est-à-dire on va le faire passer en position verticale. Là, il s'est un peu bloqué. On espère que dans la réalité, il va continuer. Je reviens en arrière et je vais le relancer. Je reviens en arrière et je le relance. Voilà. Donc, on va recommencer. Donc, vous avez compris. J'en profite pour détailler. Dans cette partie habitable qui fait 20 mètres de haut, nous serons 8, 3 marins, 4 ingénieurs, et puis moi, peut-être une autre personne quand on y sera. Vous voyez, c'est une sorte de girouette, une girouette qui avance dos au vent. Donc, comme je vous le disais, on l'amène dans le courant circumpolaire, et puis il va basculer. J'espère que ce coup-ci, il va vraiment basculer. C'est un grand moment, hein. Vous imaginez quand on va amener ce vaisseau là-bas, c'est cette part d'innovation, d'audace technologique sur laquelle Chip ST, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais enfin, bon, ça ne fait rien. Donc, je vous assure qu'il va passer à la verticale et que nous allons habiter là-haut. Sujet suivant. Donc, voilà, quand il va être passé à la verticale, à quoi ça va ressembler. Vous voyez qu'on a 80 mètres de tirant d'eau. 80 mètres de tirant d'eau, donc c'est la partie qui est sous l'eau. Vous voyez qu'on échappe à la vague de surface et les vagues, comme vous pouvez voir, nous passent à travers. Ce treillis, il est très poreux à la vague, il nous passe à travers et cette verticalité est assurée, si vous voulez, par ces 80 mètres sous l'eau. Et tout à fait au fond, il y a un lest de 150 tonnes. L'ensemble pèse 1000 tonnes, vous voyez, dont 150 de lest au fond. Et nous avons fait, bien sûr, pour voir que ça se passe bien, on a fait des études sur des maquettes, sur ce qu'on appelle des bassins à vagues. Des bassins à vagues à Ifremer, à Brest, à l'école centrale de Nantes. Donc, dans un bassin qui est adapté, on a une maquette qui fait 2 mètres de haut, elle est une multitude de capteurs à bord, et on fait des vagues, et on regarde passer la mer, et on regarde comment le PolarPod fonctionne. Donc, il est extrêmement stable, là, dans l'eau de mer. Comme il y a des gens qui travaillent à bord, on nous a demandé de faire une étude du mal de mer. C'est beaucoup plus confortable qu'un bateau, bien sûr. On n'a pas ce qu'on appelle le pilonnement, c'est-à-dire ce mouvement de haut en bas qui nous rend malade en mer. On appelle ça le pilonnement. Ce bateau, il ne faut pas qu'il pilonne parce qu'il fait 1000 tonnes. Et si on pilonne et si on commence à danser avec la vague, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc il est étudié architecturalement pour ne pas pilonner et rester stable. Ensuite, il y a un petit mouvement qu'on appelle le mouvement de lacet. Vous voyez sur cette grande structure qui est quand même un petit peu flexible sur la longueur, il y a des petits mouvements comme ça
Et ces mouvements comme ça, ils s'apparentent aux mouvements que vous avez dans le TGV quand vous allez au bar. Vous voyez, de temps en temps, vous avez cette secousse-là. C'est 0,3 G. Vous voyez, 0,3 G, G étant l'accélération, ce qui est tout à fait compatible avec le travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cet océan? On va mesurer effectivement les échanges atmosphère-océan. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Ce vaisseau est extrêmement stable en verticalité, donc on va mesurer des échanges atmosphère-océan, donc du gaz carbonique, mais aussi du méthane et d'autres aérosols, etc., entre donc atmosphère-océan. Ça, c'est ce que je vous ai décrit, c'est un acteur du climat dont on va mesurer la performance. Deuxièmement, c'est un vaisseau qui n'a pas de moteur, vous l'avez compris. On n'a pas non plus de groupe électrogène, c'est un navire qui est silencieux. On a 6 éoliennes qui vont nous donner, sur le dessin il y en a 3, mais il va y en avoir 6. 6 éoliennes de 3 kW qui vont nous donner de l'autonomie en électricité, à la fois pour la cuisine et pour les besoins du bord, et aussi pour les besoins de la science. Troisièmement, on va valider les mesures satellites. Les satellites, donc, qui passent et repassent sans arrêt, sont des observateurs de la Terre, aujourd'hui d'une grande utilité, bien sûr. On met à bord des appareils d'une grande précision. Et donc, le satellite a toujours besoin de ce qu'on appelle calibration, validation. C'est-à-dire qu'on a besoin de calibrer. Vous voyez, donc on va calibrer le satellite qui nous passe au-dessus. On va donner de l'information sur la vitesse du vent, la direction du vent, la hauteur des vagues, la couleur de l'océan aussi. Donc ce sont des choses que nous allons faire pour les agences spatiales, l'Agence spatiale européenne, le CNES en France, la NASA, la NOAA, donc les agences spatiales. Et un quatrième sujet d'étude, c'est impact anthropique. C'est-à-dire, est-ce que cet océan qui est très loin de tout, est-ce qu'on retrouve dans cet océan des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds, des microplastiques, dont nous allons faire des prélèvements et les analyser. Il y a des chances pour qu'on retrouve, si vous voulez, tout cet impact de l'activité humaine, parce que, vous l'avez vu sur la carte, l'océan austral qui fait le tour, en fait, il est alimenté par les eaux de l'Atlantique Sud, de l'Indien et du Pacifique. Donc, c'est un océan qui est connecté, bien sûr, avec l'ensemble des océans. Et un autre sujet intéressant d'étude, comme c'est un navire silencieux, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On va mettre des micros sous l'eau, vous voyez, et par écoute, comme on connaît la signature sonore de toutes les espèces, par écoute, on va dire, tiens, un éléphant de mer, tiens, une baleine, quel type de baleine, etc. Donc, on va ramener, si vous voulez, de ce séjour qui va durer 3 ans, un inventaire de la faune d'une grande précision. Donc, 4 sujets d'études. Aujourd'hui, ça concerne 43 institutions de 12 pays. Il y a un comité scientifique qui est présidé par Ifremer, le CNRS, le CNES et mon association Océan Polaire. C'est un grand chantier. Nous avons bien sûr des consignes de sécurité extrêmement importantes parce que c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'a jamais été fait, jamais amené dans ces eaux tumultueuses. Et donc, on est certifié par le Bureau Veritas. Alors, le Bureau Veritas, c'est une agence de certification. Alors, comme ils prennent des dispositions quand même de sécurité extrême, ils nous ont inventé un truc. Ils nous ont inventé qu'on devait pouvoir affronter la vague cinquantennale. Alors, la vague cinquantennale, c'est la plus grande vague statistiquement dans une période de 50 ans. Alors, si elle existait, peut-être que le marin qui l'a vue n'est pas revenu, hein, parce qu'elle fait 38 mètres de haut, de creux à crête, 38 mètres. Divisé par 3, je ne sais pas, 3 fois 12, 36, ça fait un immeuble de 12 étages, vous voyez, peut-être un petit peu plus. Cette vague-là, elle passe toutes les 18 secondes et la tempête dure 3 heures. Donc, ce qu'on a pu mettre en place, c'est que devient le Polar Pod face à cette vague, ou d'une manière générale, on va avoir des vagues de 15-20 mètres, c'est sûr qu'on va avoir. Donc, c'est un véritable culbuto. Vous voyez, il se couche, pas forcément jusqu'à l'horizontale, mais il va se coucher et hop, tel est le culbuto, il revient à la surface. Alors il est évident que cette vague d'une tempête comme ça, elle n'arrive pas d'un coup, donc on aura fermé les placards, on se sera attaché. Voilà, donc on est tout à fait équipé pour faire ça. Donc nous sommes certifiés
Nous avons aussi la qualification de la commission de sécurité des navires. Comme je le disais tout à l'heure, on nous a demandé une étude du mal des transports parce qu'il y a 8 personnes qui vont séjourner et travailler à bord. Alors, nous allons faire 2 fois le tour de l'Antarctique. 2 fois le tour de l'Antarctique par le courant circumpolaire. Ça devrait normalement durer 3 ans. On est parti sur 18 mois pour faire un tour, entraîné par le courant. Donc 2 fois le tour, ça fait 2 ans, 3 ans, 36 mois, 3 fois 12, 36, oui c'est bien ça, 3 ans. Donc il est évident que personne ne va rester à bord pendant 3 ans dans les 50e hurlants. Les 50e hurlants, vous voulez savoir à quoi ça ressemble, je vais vous montrer. Voilà un peu à quoi ça va ressembler, ce que nous allons vivre. Alors ça, ce n'est pas une photo, personne n'a encore été là-bas. Hein. C'est les fabuleux dessins, les montages qu'on arrive à faire, mais c'est une simulation extrêmement réaliste. Alors, personne ne va vivre à bord du PolarPod pendant cette longue période de 3 ans. Nous aurons des relèves d'équipage qui se feront tous les 2 mois. Et j'ai remis la carte pour voir comment ça va se passer. Donc le vaisseau PolarPod va rester en permanence dans le courant circumpolaire. Vous voyez, il va être entraîné lentement. Et le navire ravitailleur qui va amener la nourriture, qui va amener les relèves d'équipage, partira avec un vaisseau spécial que nous allons faire construire très prochainement, un vaisseau ravitailleur. C'est un navire voile et moteur de 40 mètres qui est tout à fait adapté pour aller naviguer dans les 50e hurlants. Donc ce bateau sera au départ en Afrique du Sud, parce qu'on va partir du sud de l'Afrique du Sud. Donc il sera positionné là. Ensuite, donc, le PolarPod va lentement se déplacer. Il ira se positionner à la Réunion, puis ensuite à Perth en Australie, et puis toute la côte australienne, au Hobart en Tasmanie, la Nouvelle-Zélande à Christchurch, puis Punta Arenas ou Ushuaia en Amérique du Sud. Donc vous voyez, il va suivre progressivement la dérive du PolarPod et amènera donc tous les 2 mois une relève d'équipage. Alors ça va être musclé, hein, les relèves d'équipage. Ça va se passer dans les 50e sur une mer agitée, en pleine mer. Et donc le bateau, le petit navire, le Zodiac, on va dire, de ce navire ravitailleur, va amener les personnes à la verticale. Vous avez vu les 2 ailes, les 2 bras qu'a le PolarPod. Donc en bout d'aile, on va avoir un treuil. Et donc le Zodiac va arriver dessous, on va crocheter dans un harnais. Et donc la personne va être tirée avec un ascenseur avec un treuil jusqu'en haut. Donc ça va être un petit peu sportif, mais on a bien sûr pris toutes les mesures de sécurité. Le PolarPod sera construit l'année prochaine, 2022. Ça va déborder sur 2023. Et le départ de cette mission est prévu à la fin de l'année 2023, début 2024. Et donc, comme je vous dis, ça devrait durer 3 ans. Donc, on va partir normalement en 2024, fin en 2026. Donc, en 2026, j'aurai 80 ans. Mon idée, c'est quand même d'y aller et de faire 2 mois sur chacun des océans. Donc, départ fin 2023, mais entre-temps, vous pouvez aller sur le site internet qui porte mon nom et vous aurez des nouvelles. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir à tous.